Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimagite. Merci d'être au rendez-vous d'information de ce lundi 24 janvier 2022, dont voici les grands titres. Un groupe de bandits armés a gravement blessé 2 personnes la nuit de samedi à dimanche à leur domicile 6 au quartier Luvumvu, au chef-lieu de la province de Bubanza. Au sommaire également, le gouvernement du Burundi et le leader du parti au pouvoir devraient cesser d'endormir le peuple burundais par des discours non productifs, mais plutôt de penser à organiser un dialogue inclusif avec tous les opposants politiques, car c'est la seule voie d'arriver à une paix durable. Propos de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira, que vous allez entendre dans cette édition. Le 24 janvier de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'éducation. Dans cette édition, vous allez entendre les principaux défis auxquels fait face le secteur de l'éducation au Burundi. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. 2 personnes non identifiées ont tiré sur un jeune homme avant-hier soir dans un bistrot situé au quartier Kabondo, zone Rohero, en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. La victime a finalement rendu l'âme ce matin à l'hôpital. Le point avec Elvis Nyamungere. Arnaud Franzima, c'est le nom de la personne visée par 2 personnes non identifiées dans la soirée de samedi au quartier Kabondo, zone Rohero. Selon les témoins, Arnaud Franzima partageait un verre avec ses amis au bistrot nommé Peacock, communément appelé Kumatete, dans ce quartier de Kabondo. Ces inconnus se sont introduits dans le bistrot et se sont directement dirigés vers Arnaud Franzima et ont visé sa tête et le dos. Ceux qui étaient avec la victime ont été sommés de coucher par terre. C'est toujours nos sources. Ces gens n'ont tiré sur personne d'autre dans le bistrot. C'est toujours nos sources qui ajoutent qu'ils ont dépouillé les clients du bistrot de leur téléphone portable et de l'argent. Les hôtels de la fusillage sont partis tranquillement. C'est toujours nos sources. Arnaud Franzima a été dépêché à l'hôpital Kiran pour des soins, mais il a succombé à ses blessures le matin de ce lundi. Arnaud Franzima reste derrière lui une veuve. Nous avons essayé de joindre envers le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana. Merci à toi, Elvis Nyamungere. Toujours en page sécurité, un groupe de dangereux malfaiteurs commettent différents forfaits, dont les vols, les tueries et autres exactions au chef-lieu de la province de Bubanza. Après de nombreuses attaques que ce groupe a déjà menées dans la nuit de samedi à dimanche, ce groupe a gravement blessé 2 personnes à leur domicile, 6 au quartier Luvumvu. Le détail avec Daniel Claire, il a trouvé. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit passé, qu'un groupe de malfaiteurs armés a attaqué une famille du quartier Luvumvu, située au chef-lieu de la province Bubanza. Selon les sources proches de cette famille, ces malfaiteurs ont exigé à une personne qui avait retiré une somme de 20 000 francs sur l'Umicash de leur donner cet argent. Après cela, ils ont ordonné d'aller toquer chez ses voisins vendeurs de riz afin qu'ils ouvrent la porte. Quand ils ont ouvert, ces malfaiteurs armés les ont sérieusement tabassés et ont grièvement blessé la maman et sa fille. Vu que la situation devenait de plus en plus compliquée, la maman de cette famille, dit prénommée Emeline, a proposé à ces malfaiteurs de l'accompagner dans une autre famille pour récupérer son téléphone pour leur donner de l'argent. Mais c'était une façon de voir comment elle pourrait se sauver. Les habitants du quartier Luvumvu font savoir que ces malfaiteurs seraient des Imbonerakure de la localité de Gatura qui agissent sous la protection du nommé Christophe Nhunzwenimana, le chef des Imbonerakure de Luvumvu. Ce dernier est évoqué dans plusieurs habits et exactions commis par des Imbonerakure dans cette localité. D'autres forfaits ont été commis par ces malfaiteurs. Ici, on citerait l'assassinat d'un certain Jean-Marie Vianney Sabimana du quartier Luvumvu, tué le 5 décembre.
Ces malfaiteurs sont aussi accusés de cas de viol commis au quartier Kanabubu au cours du mois de novembre l'an dernier. Selon toujours nos sources, les habitants du chef-lieu de la province Bubanza dénoncent le silence des administratifs face à cette situation qui dégénère depuis le mois de septembre de l'année passée. Ils leur demandent de veiller sur leur sécurité et surtout de redresser Christophe Nhunzwenimana, le chef des Imbonerakure dans cette localité. Contacté à ce sujet, Olive Nyunguru, administrateur de la commune Bubanza, nous a dit qu'il était en réunion. Merci à toi aussi, Daniel Kerr. Il a trouvé la rédaction de la Radio Publique Africaine a pu répertorier 3 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée dans 2 provinces du pays. Ces victimes ont été tuées de différentes manières. Le détail avec Roger Kwizera. En province de Gitega, 2 personnes ont été assassinées. La première du grade de sous-officier de la police du nom de Pierre Minan. Son corps a été découvert sur la colline Kibogoye de la commune Itaba dans la matinée de ce jeudi dernier. Des sources proches de sa famille indiquent que la vengeance connue mobile du crime des commerçants d'or et marchandises frauduleuses avait été saisie par ce policier pour pas se cacher derrière son meurtre. Des sources sur place indiquent que la victime a été tuée à l'aide d'une machette. 5 personnes ont été arrêtées par la police pour les autres d'enquête. La deuxième victime tuée en province de Gitega porte le nom de Fridas Nyonhur. Son corps a été retrouvé dans une chambre de l'hôtel Shawaras du quartier Musinzira dans la ville de Gitega mercredi dernier. Nos sources à Musinzira disent que la victime venait de passer 2 semaines dans cet hôtel craignant sa vie. Les sources sur place ayant aperçu la victime indiquent qu'il a été tué étranglé par des personnes non identifiées. La troisième victime connue Tino de Diomède Kwizera, elle aurait été tuée par des Imbonerakure dans la localité appelée Businde, dans la zone Marambia de la commune Mutimbuzi, en province Bujumbura, mercredi dernier. Diomède Kwizera était originaire de la Kwigere, commune Isare, de la même province Bujumbura. L'un de ces Imbonerakure, Dino de Leyo Sinome Kanef, est domicilié à la prison centrale de Mimba, en mairie de Bujumbura. Merci à toi aussi, Roger Kwizera. Au moins 10 magasins de la galerie communément appelée Mandela, situés au boulevard de l'Iplona, tout près du bar Le Cristal, sont partis en fumée ce lundi matin. L'origine de l'incendie serait de mauvaises installations de la régie des eaux. Certains se plaignent du retard affiché par la police anti-incendie pour intervenir. Le président de la plateforme de prévention des catastrophes dit plutôt qu'ils ont intervenu à temps. Le détail avec Josiane Mouzanese. Ces magasins de la galerie Mandela ont pris feu vers 7h30 de ce lundi. Les commerçants des environs ont été les premiers à alerter car le feu commençait à se propager un peu partout. Selon des témoins oculaires, l'incendie a commencé dans un atelier de couture. Les mêmes sources font savoir que cet incendie a été déclenché par un des occupants qui a alimenté l'appareil Cash Power, lequel appareil a fini par exploser. L'un des occupants dit que les pertes sont énormes et accuse la police d'avoir traîné les pieds pour intervenir. Le coût de dégâts sera énorme parce qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Notamment, vous savez, la galerie, il y a des séries de couture, il y a la poissonnerie, il y a des frigos, il y a des salles de coiffure. Tout ça, ils utilisent des matériaux. Le président de la plateforme de prévention des risques, le commissaire Anissemi Baruta, réfute ces allégations et se félicite plutôt d'être intervenu à temps. Nous sommes familiers à ce genre de propos, ça ce n'est pas vrai, ce sont des mensonges. Peut-être que ça s'est véhiculé par des personnes de mauvaise foi ou des gens qui ont perdu les biens, qui veulent avoir des explications ailleurs. Le camion était en train de s'approvisionner à 150 mètres d'ici. Ils ont tenté d'appeler, mais ils ont appelé sur le faux numéro. Nous utilisons le 113, mais ils ont appelé d'abord sur le 105 qui n'existe pas, qui ne fonctionne pas. Ils ont aussi appelé au numéro 117 qui appartient aux hôpitaux et qui n'est pas aussi opérationnel. Nous demandons que quand il y a un problème pareil, que les gens appellent au numéro 113 qui fonctionne 24 heures sur 24 ou tout au moins qu'ils passent sur le numéro vert 109 qui est logé à la Croix-Rouge de Burundi. Comme ça, ils vont leur aider à contacter les sapeurs-pompiers. Vous saurez que ce n'est pas la première fois que les installations de la régie des eaux causent des dégâts, soit dans des magasins,
les bars, les marchés et même dans les maisons d'habitation. La population demande à cette société de revoir ses installations, surtout que certaines sont très anciennes. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Après cette petite transition, nous parlons politique. Le gouvernement du Burundi et le parti au pouvoir devraient cesser d'endormir le peuple burundais par des discours relatifs à la parole de Dieu, mais plutôt d'organiser les négociations avec les opposants politiques parce que c'est la seule voie d'arriver à une paix durable. À propos des conseils qui leur sont récemment prodigués par l'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Hamwana, l'ancien vice-président de la République Frédéric Bamvuginyumvira indique qu'il n'a aucun espoir que le pouvoir en place et les leaders du parti CNDD-FDD vont changer leur manière de gouverner car ce qu'ils prônent sont toujours différents de leurs actions. Suivez plutôt Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République. Premièrement, il a tracé le cadre dans lequel allait se mener l'activité. La messe, c'est une activité religieuse. Ils sont là par leur foi et par conséquent, il les a préparés pour aborder cette retraite après avoir préparé les esprits. Alors, il a premièrement orienté cette retraite vers des références religieuses, des références importantes dans l'Église catholique qui peuvent inspirer justement l'action de ces militants du CNDD-FDD. Et deuxièmement, il est revenu sur cette dénomination de Abagumyabanga et puis de Gushiriman'imbere. Et ça signifie que ce sont deux orientations politiques qui pouvaient conduire le pays ou ces militants à se comporter autrement que nous le voyons aujourd'hui. Troisièmement, c'est justement le comportement d'une autorité animée par la foi chrétienne. Ça doit être l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et puis, c'est organiser le pays en apportant de bons services à tous les citoyens sans aucune distinction, surtout pas de distinction politique. Et puis, 3, c'est organiser le travail pour que chacun se fasse vivre et fasse vivre les siens et surtout le pays et éviter l'aliénation des citoyens, passer par les autres pour avoir ceci comme si ils allaient commander les droits. Pour cela, il faut que comme dirigeants du pays, ces valeurs soient de la boussole. La démocratie, la bonne gouvernance, le multipartisme, car le monopartisme mène à la catastrophe, à la descente aux enfers. Et 3, c'est que il faut qu'il y ait respect de la vie et éviter des actions qui leur attirent de la malédiction, comme ces actions de disparition forcée. 5, il est constaté que finalement, au vu de leur comportement, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. On essaie de s'interroger, mais on ne voit pas où ils veulent aller, où ils veulent conduire le pays, malgré leurs appellations, malgré le fait d'avoir mis Dieu en avant. Et puis, elle dit, vous ne tenez pas compte des militants des autres formations politiques et justement, ne pas diriger le pays en tenant compte des intérêts des militants du CNDD-FDD, mais en tenant compte de tous les citoyens burundais, parce qu'ils sont supposés diriger le pays et non pas diriger le parti politique. Mon commentaire, c'est que avoir recouru à la dénomination de Bagumyabanga et à penser à mettre Dieu en avant, je pense que le CNDD-FDD visait d'autres objectifs, mais ne croyait pas qu'il allait changer de comportement compte tenu de ses références. Non, je crois que c'était plutôt pour chercher à endormir le peuple burundais et se faire croire que ce sont des hommes de Dieu, alors que justement sur le terrain, ils se comportent comme je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que ce message pour changer le mode de gestion du pays ne soit pas laissé dans la nef de l'église. Il faut que ce message puisse justement continuer à les animer et pendant la retraite et après la retraite. Troisième commentaire, c'est que ce message, il y avait des éléments politiques dans un cadre religieux, mais nous souhaiterions que ces éléments politiques soient extraits de cet ensemble religieux pour qu'ils puissent constituer un débat. Nous voudrions que ces principes de gestion du pays soient débattus dans un autre cadre politique où tout le monde aurait le droit de s'exprimer sur comment son pays est en train d'être dirigé et sur comment il devrait l'être. Et à ce moment-là, l'archevêque jouerait le rôle d'un Mandela burundais et pour qu'enfin on puisse arriver à cette véritable réconciliation qui est en train de prendre des voies incertaines. Je crois que c'est cela qui devrait être fait
Et avec cela, on pourrait espérer d'arriver à quelque chose en Burundi plus ou moins stable. Bravo à Monseigneur, on espère que son message va changer quelque chose. Mais comme nous sommes habitués à le voir, je comparais cela à ce déplacement d'un chat qui avait trompé les rats, qu'il n'allait plus les manger une fois allé à la Mecque. Et le chat est allé à la Mecque, il est retourné avec la robe, avec le bonnet là. Et puis, une fois retourné, il les a appelés, il les a trouvés grossis, il a eu envie de les manger, mais pour la première fois, il a faim, il a faim, la sagesse, qui les transformait. Mais la troisième fois, il les a toutes mangées, tous les rats ont été mangés. Et voilà, c'est ainsi que sortit l'adage, même si le chat va à la Mecque, ne croit pas qu'il ne peut plus manger les rats. Donc, autrement dit, même s'il continue à faire des retraites, nous les avons vus faire plus d'une retraite. En tout cas, toutes les années et tous les ans, il y a des retraites, mais on constate que leur comportement ne change pas. Donc, que ce n'est pas la retraite, que ce n'est pas l'homélie convaincante de l'archevêque qui va les convaincre de faire quelque chose de comportement. Moi, je ne l'espère pas beaucoup. C'était Frédéric Bamboguignuvira, ancien vice-président de la République. En page de gouvernance, certains habitants de la commune de Kayokwe en province de Mwaro s'indignent de la négligence des autorités administratives par rapport au contrôle du respect des prix des produits Brahoudi. Ils indiquent que les prix de ces produits restent élevés, que ce soit en période de pénurie ou encore lorsqu'ils sont disponibles en quantité suffisante. Les détails avec Elodie de Vérémèche. Une somme comprise entre 200 et 500 francs burundais, tel est le montant ajouté sur les prix officiels des produits Brahoudi, révèlent certains habitants de la commune Kayokwe, peu importe leur pénurie ou leur disponibilité. Ces habitants font savoir que les administratifs s'étaient levés il y a quelques jours pour contrôler le respect des prix et avaient sanctionné les commerçants qui ne respectent pas les prix. Cet habitant dit qu'actuellement, aucun contrôle n'est effectué par ces administratifs. Durant la fête de fin d'année, le conseil de l'administrateur a infligé des amendes aux commerçants qui spéculaient sur les prix. Mais actuellement, les administratifs n'opèrent plus de contrôle. C'est devenu une habitude de spéculer sur les prix de ces produits. Certains commerçants sont ravitaillés par un dépôt, mais cela ne les empêche pas de faire grimper le prix. Pour ces habitants de la commune de Kayokwe, ces administratifs négligent le contrôle du respect des prix puisqu'ils tirent des intérêts dans cette spéculation. L'administration semble ne pas vouloir agir parce qu'il existe des complicités avec ces commerçants spéculateurs. Si l'administration ne se lève pas pour punir ceux qui ne respectent pas les prix officiels, comme elle avait fait durant les fêtes de fin d'année, c'est le citoyen lambda qui va continuer à subir des vols. Les commerçants ont déjà légalisé cette spéculation. À ce propos, la rédaction de la RPA a téléphoné l'administratrice de la commune Kayokwe, Honoré Atungimana, mais sans succès. Merci à toi aussi, Eloge Duver et Mécha. Après cette petite transition, nous parlons éducation. RPA. Je vous le disais en titre, le 24 janvier de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'éducation. Dans son message de circonstance, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a fait savoir que l'éducation est un bien commun inestimable et un catalyseur essentiel de l'ensemble du programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour lui donc, la communauté internationale ne peut en aucun cas se permettre de relâcher face à cette finalité. Elle se doit plutôt de la garantir et d'en assurer la qualité et l'utilité. Selon Antonio Guterres, telle est la raison d'organiser un sommet sur la transformation de l'éducation cette année. Et la Journée internationale de l'éducation trouve le secteur de l'éducation au Burundi dans une multitude de problèmes. Parmi les principaux handicaps figurent notamment le surpeuplement dans les salles de classe et par conséquent l'insuffisance de bancs pupitres. Dans pas mal d'écoles, les enfants s'assoient à même le sol, souvent dans la poussière. À ce propos, la rédaction de la RPA nous décrit la situation qui prévaut dans deux provinces, à savoir Chibitoke et Makamba. Emmanuel Nyungeko.
Elles sont nombreuses les écoles de la province Cibitoke qui connaissent le problème de surpopulation. Dans certaines salles de classe, on peut y trouver jusqu'à plus de 150 élèves selon cet enseignant. Nous nous retrouvons avec un grand nombre d'élèves dans les salles de classe, à telle enseigne que nous dépassons le nombre d'élèves par classe tel que préconisé par l'UNESCO, plus de 50 élèves par classe. Dans certaines salles de classe, on y trouve plus de 100 élèves, 150, parfois même 200 élèves. Le surnombre des enfants dans les salles de classe entraîne l'insuffisance des bancs pupitres. Nous savons qu'il y a manque de bancs pupitres. Ici en province Cibitoke par exemple, plusieurs salles de classe manquent de bancs pupitres. Si vous voulez, ce manque n'est pas uniquement signalé dans les classes de première, deuxième ou troisième année. L'on rencontre ce problème également pour les classes de septième, huitième et neuvième année. Ce problème constitue l'un des facteurs d'abandon scolaire. À l'école primaire, il y a des enfants qui abandonnent. Le fait qu'ils ne s'assoient pas convenablement serait aussi un facteur d'abandon. Tenez, passer toute une journée assis sur une pierre, sur une brique ou sur une planche, met mal à l'aise les enfants. Ils ne suivent même pas les explications de leurs enseignants. À force de passer la journée le dos courbé, les enfants se fatiguent. Cela les décourage et ça peut pousser à l'abandon pour certains. Le manque de bancs pupitres ne va sans perturber le travail des enseignants. De peur des tricheries, ils sont obligés de donner des examens en plusieurs temps. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. 6 ans après le lancement de la réforme éducative, l'évaluation faite montre que les objectifs escomptés ne sont pas encore atteints de façon générale. Le manque de budget, la formation lacunaire des enseignants et le temps insuffisant pour élaborer les curriculas étant quelques-unes des contraintes relevées dans cette évaluation initiée par le gouvernement burundais. Inès Gakiza nous parle des grandes lignes de ce rapport sorti l'année dernière. Lancé l'année scolaire 2013-2014, l'enseignement fondamental a pour mission de permettre à l'ensemble des enfants burundais d'accéder à l'éducation et à une scolarisation plus longue, leur permettant de disposer des capacités adéquates pour leur future participation au développement du pays. La logique étant que ceux qui terminent les 4 cycles du fondamental, qui ne réussissent pas au concours leur autorisant à poursuivre les études dans le poste fondamental, puissent initier leurs propres activités d'entrepreneuriat. Cet enseignement de base est donc passé de 6 à 9 ans. Sur le point d'accès à l'éducation, les enquêtés qui sont les parents, les enfants, les enseignants, les responsables de l'éducation à différents niveaux et les partenaires du gouvernement parlent tous de l'augmentation des chiffres des enfants qui fréquentent l'école depuis le lancement surtout de la campagne de gratuité scolaire. Toutefois, l'évaluation en est diversifiée. Certains des enquêtés estiment que le gouvernement a privilégié la quantité à la qualité. Le gouvernement a augmenté sensiblement les infrastructures scolaires, mais ne les a pas équipés. Les enseignants n'ont pas aussi été recrutés au même rythme. En conséquence, le ratio national de 52 élèves par enseignant est largement dépassé dans la majorité, si pas toutes, les localités du pays. Malgré ce grand nombre d'enfants qui se font inscrire, les abandons persistent et en grand nombre. Le gouvernement s'était fixé qu'en 2020, 94% des enfants inscrits termineront au moins la 6e année. Un objectif encore loin d'être atteint. Les derniers chiffres montrent que seuls 53% des enfants terminent les 3 premiers cycles du fondamental. La cible en ce qui est du taux de redoublement n'est pas encore aussi atteinte. Projetant que le taux de redoublement sera seulement de 10% dans le poste fondamental général et pédagogique, les chiffres montrent qu'il dépasse toujours 15%. Et pour le poste fondamental technique, la cible était de 8% en 2020, mais le taux de redoublement dépasse encore 12%. Autre fait entravant l'atteinte des objectifs en ce qui est de la qualité de l'enseignement est en rapport avec les capacités des enseignants en fonction. La formation initiale des enseignants est inadéquate au programme de l'enseignement fondamental et post-fondamental, dit-on dans le rapport. À cela s'ajoute la réorganisation des matières dispensées. Certains cours ont été regroupés et confiés à un seul enseignant, à l'instar des cours de langue, le français, le kirundi, le swahili et l'anglais. Des enseignants qui ne disposent pas des capacités requises pour bien mener cette mission leur assignée, pire encore, qui n'ont même pas de support pédagogique. Selon cette enquête dans les 18 provinces du pays, tous les enseignants des classes de la première à la 6e année n'ont point de livres à
l'exception du livre de français. Les livres des élèves sont également quasi inexistants dans ces 3 premiers cycles de l'école fondamentale. 3 à 5 élèves partageant livres, alors que le but était que chaque élève ait son propre livre. La situation change dans le poste fondamental. Les enseignants et les élèves ont été dotés de livres et supports pédagogiques, sauf dans la section technique, trouve-t-on dans cette évaluation. Le problème d'insuffisance de budget est le handicap majeur depuis l'année scolaire 2014-2015 jusqu'à l'année scolaire 2018-2019. Les prévisions budgétaires n'ont jamais été atteintes. C'est seulement au cours de l'année scolaire 2019-2020 que le budget initialement prévu pour l'éducation a été débloqué et même légèrement dépassé. Cette évaluation de conclut que les efforts consentis ne sont pas suffisants pour atteindre l'objectif visé par cette réforme éducative qui répond aux priorités internationales et nationales. Dans nos éditions de demain, nous reviendrons sur les recommandations faites par cette équipe d'évaluation indépendante. Merci à toi aussi, Inès Gakiza. Entre-temps, il est prévu la tenue des États généraux pour ceux qui œuvrent dans le domaine de l'éducation fixé au mois de mars prochain. Toutefois, certains responsables des syndicats des enseignants qui se sont entretenus avec la RPA Ormico indiquent qu'ils n'ont encore eu des invitations et regrettent également qu'ils n'ont pas été associés dans la préparation de ces États généraux. La situation de l'éducation est également déplorable au camp des réfugiés d'Ondouta. Les Burundais réfugiés dans ce camp situé en République unie de la Tanzanie indiquent que ce soit le gouvernement tanzanien ou encore les organisations en charge des réfugiés ne font rien pour fournir une éducation de qualité aux réfugiés. Une situation qui est aggravée par la persécution qu'ils subissent dans ce camp. Le point avec Mabel Nishim. L'éducation est l'un des domaines de la vie des réfugiés qui est négligé au camp de Burundi Ondouta. Au moment où ces réfugiés font face à de nombreux problèmes, tels qu'il a prophété, les persécutions de toutes sortes, cela fait que les élèves ne puissent pas étudier en toute tranquillité. L'un des parents raconte. Ici au camp d'Ondouta, l'éducation n'est pas du tout satisfaisante car les enfants ne sont pas bien suivis à l'école. Suite aux problèmes qu'ils rencontrent dans son camp, plusieurs d'entre eux manifestent des traumatismes et des troubles mentaux, d'autres adoptent de mauvais comportements. À part le problème de manque de suivi à l'école, la plupart des élèves manquent de vêtements, de la nourriture et s'y ajoutent les persécutions qu'ils subissent dans les foyers. Ces Burundais réfugiés au camp d'Ondouta soulignent qu'ils ont très frustrés de voir que la Tanzanie, leur pays hôte, ainsi que les organisations chargées d'aider les réfugiés, ne se préoccupent pas de l'éducation des enfants vivant dans ce camp. Ils disent qu'ils ne reçoivent pas du matériel scolaire suffisant et déplorent le fait que les élèves de la 9e année viennent de passer toute une année sans passer l'examen d'état d'INECTA qui leur donne la possibilité de continuer les études. Ce qui fait que plusieurs élèves abandonnent l'école. Le gouvernement tanzanien ainsi que les organisations en charge des réfugiés ne fournissent aucun effort pour que les enfants puissent recevoir une bonne éducation. Avec l'organisation Caritas, les enfants recevaient des cahiers en suffisance, mais avec la nouvelle organisation IRC, les cahiers sont distribués aux élèves très tardivement et en quantité insuffisante. Un autre problème est que jusqu'aujourd'hui, les élèves de la 9e année n'ont pas encore fait l'examen d'état. Ainsi, à cause de cette longue attente, plusieurs élèves finissent par abandonner l'école, certains vont se marier et d'autres vont chercher du travail dans les villes environnantes. Rappelons que Sudi Mwakibatsi, commissaire chargé du département des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur tanzanien, avait récemment annoncé aux réfugiés burundais que ceux qui veulent passer cet examen NECTA doivent aller le faire au Burundi. Ainsi, ces réfugiés burundais demandent avec insistance au HCR d'apporter des changements dans le secteur de l'éducation, afin que les élèves reçoivent une éducation de qualité, d'autant plus qu'il s'agit d'un droit inhérent à chaque être humain. Merci à toi aussi, aimable Nishimye. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushima Guizé. Bon début de semaine à tous.